Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la suite du live BFM. Et dans un instant, on va suivre la conférence de presse de Bruno Retailleau et de Didier Migaud, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux, côte à côte pour dévoiler un plan pour lutter contre le trafic de drogue en France. Stéphane, s'il fallait donner un ou deux chiffres très parlants à ceux qui nous écoutent pour résumer l'ampleur aujourd'hui du défi face auquel on est, ce seraient lesquels ? Vous l'avez dit à l'instant, c'est le chiffre d'affaires qui a été estimé du trafic de drogue en France. On parle de 3,5 milliards. D'autres chiffres ont été annoncés, jusqu'à 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On peut aussi citer un autre chiffre qui est celui du nombre de points de deal qui a été recensé par les services du ministère de l'Intérieur. On parle de 3000 points de stup ou de deal aujourd'hui en France. Evelyne Tirmarin. Oui, c'est ça, oui. Moi, je voulais signaler quelque chose aussi, c'est que le problème des victimes, c'est aussi les consommateurs, c'est-à-dire que c'est un problème d'addiction quand même. Et ce que je regrette un petit peu, c'est que le côté prévention ne soit pas du tout présent à Marseille. Moi, j'aurais bien aimé que le ministre de la Santé soit là, parce qu'on manque énormément de services d'addictologie quand les gens ont envie d'arrêter, parce que c'est ça aussi le trafic de stupes. Jean-Marie Godard, c'est devenu le sujet essentiel aujourd'hui pour les policiers qui sont sur le terrain. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que à cause du nombre de morts, parce que les fusillades dont on entendait parler à Marseille, maintenant, on les trouve un peu partout. On en entend, quasiment toutes les semaines, on a un fait le divers nombre lié. de morts liés au trafic de drogue, des homicides, plus 60% entre 2022 et 2023. Oui, c'est énorme et ça inquiète la population. Donc il y a un problème non seulement de santé publique avec la consommation de drogue, mais on a un vrai problème de sécurité publique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de lieux, vous pouvez vous prendre une balle perdue juste parce que vous passiez dans la rue, quoi. Ce trafic, c'est aussi l'avenir de notre jeunesse. Vous qui êtes au contact d'eux, on a vu dans toutes ces affaires à quel point on avait des gamins de 12, 13, 14, 15 ans qui étaient des acteurs de ce narcotrafic. Bien entendu, c'est des choses que l'on voit arriver depuis longtemps et aujourd'hui, d'un côté, je me réjouis que l'on en parle enfin, mais je me dis c'est dommage que les politiques soient toujours dans la réaction plutôt que dans l'anticipation. Aujourd'hui, nous devons accepter cette réalité. La drogue dans la société, c'est comme les téléphones portables en prison, c'est interdit, mais il y en a absolument partout. Et effectivement, toujours cette corruption intellectuelle liée au besoin d'avoir de l'argent facile fait plonger énormément de jeunes. Et c'est ça qui les attire, c'est de se rêver une vie avec de l'argent. Oui, mais bien entendu, ces jeunes, lorsqu'ils font de l'argent, c'est pas pour mettre de côté, faire des économies, et puis voilà, non. C'est pour partir en voyage, c'est pour mener le lifestyle qui est beaucoup promu sur les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes dans certains territoires, c'est soit on veut être sportif de haut niveau, soit on veut être chanteur. Et quand on n'arrive pas à avoir l'un ou l'autre, donc quand on n'arrive pas à avoir de l'argent supposé être facile, il y a cette tentation de tomber dedans. Mais ce qui est dommage, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les ministres vont beaucoup parler de l'aspect répressif, mais l'aspect préventif fait cruellement défaut. L'aspect de la sanction, le fait de donner un sens à la sanction. Lorsque l'on envoie quelqu'un en prison, si c'est juste pour lui dire tu ne vas plus avoir de liberté, c'est pas intéressant, il faut retravailler le sens. Parce qu'un jeune de 15 ans, tout comme un jeune de 20 ans, tout comme un jeune de 25 ans, ce n'est pas la même chose qu'un jeune de 15, 20 et 25 ans d'il y a 10, 15 ou 20 ans. La jeunesse a évolué plus rapidement que la société et les politiques ont un cran de retard malheureusement dessus. Laurent, est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui un vrai bouleversement, j'allais dire une vraie révolution, quelque chose qui véritablement permette de stopper ce que vous venez de décrire qui est effarant, ou malheureusement, après les places nettes, après Marseille en grand, après tout l'argent investi, on est un peu impuissant? D'abord, la lutte contre le trafic de drogue, c'est la police, c'est la justice et c'est la prévention. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de police. Il faut qu'on parle un tout petit peu de justice. Est-ce que, oui ou non, le gouvernement, vous savez qu'il existe des cours d'assises spéciales pour traiter ces questions-là, est-ce que le gouvernement va annoncer la création de tribunaux spéciaux pour traiter toutes celles et tous ceux qui tombent dans le cadre de la criminalité organisée? C'est édifiant sur cette nécessité de le juger et de juger dans les temps. Pour juger, tout simplement. Abel Boyer, vous vouliez réagir? Oui, bien sûr. Alors, il y a ces problématiques-là, mais je pense qu'il faut quand même réfléchir sur le statut du repenti parce que l'extrême jeunesse de ces jeunes peut nous donner un avantage paradoxalement.
Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui, par exemple, qui rentrent dans le trafic de stupes, ils savent qu'avant 18 ans, ils se font arrêter, ils ressortent, mais quand ils vont avoir 18 ans, ils commencent à réfléchir. Et pour intervenir dans nombre de centres d'insertion ou de réinsertion, j'ai beaucoup de jeunes qui essaient de s'en sortir parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ils ont gagné un petit peu d'argent, mais ils ne sont pas heureux, leur vie est tout le temps en danger et qui sont en réalité sont prêts à parler parce que nous, les confessions que l'on a sur le terrain, je peux vous dire que ça vous ferait froid dans le dos. Et la deuxième chose, comme vous l'avez très bien dit, quand on parle de la délinquance, on est dans une délinquance multiservice. Trafic de drogue, trafic d'armes, prostitution, mais le sujet de la prostitution des mineurs, d'accord? Avec des jeunes filles, des fois, qui sont enrôlées de force, mais des fois qui vont de leur plein gré. Et je peux vous dire que pour être très investi dans ce sujet, beaucoup de personnes ont des regrets et beaucoup de personnes aimeraient parler. Donc, profitez de la jeunesse de ces personnes, de la jeunesse de ces délinquants, de la jeunesse de ces victimes aussi pour pouvoir tirer un maximum d'informations peut être important, surtout qu'il y aurait l'appui des parents aussi qui sont derrière. Donc, il y a quand même quelque chose à jouer et une réflexion à mener. On suit évidemment cette conférence de presse dans les prochaines minutes. Jean-Marie Godard, est-ce que les policiers ont aussi ce sentiment d'impuissance malgré tout le travail qu'ils peuvent faire ? Oui, et d'autant plus quand ils ont l'impression un peu qu'on leur met des bâtons dans les roues. Justement, moi je discutais avec des policiers, on a reparlé de la fameuse réforme de la police qui fusionne la police, les enquêteurs de sécurité publique et la police judiciaire sous une seule et même direction, 14 000 d'un côté, 4 000 de l'autre. Et là, par exemple, tout à l'heure, je recevais un message d'un policier d'un service spécialisé qui me disait « Ok, mais si on crée un parquet national contre le crime organisé ou contre un parquet national anti-stup. Parquet national anti-stup sans policiers et enquêteurs spécialisés, ça servira strictement à rien. » Voilà. Donc il y a plusieurs policiers assez nombreux, notamment en PJ, qui réclament qu'il y ait l'arrêt de cette réforme ou en tout cas une pause parce que ils ont l'impression qu'on est en train de casser leur outil de travail. Ce qui est compliqué, Laurent, pardon, mais je tire le fil de ce que vous dites. On a quelques indiscrétions sur ce qui s'est dit entre Benoît Payan, le maire de Marseille, et le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux. En gros, Benoît Payan dit « Moi, j'ai besoin d'effectifs, j'ai besoin de renforts en justice, j'ai besoin de renforts policiers, on a besoin de plus de moyens. » Oui, mais il n'y a plus de moyens, il n'y a plus d'argent. C'est ce qu'on nous dit. Et au moment où on s'apprête à entendre les deux ministres présenter ce qu'ils qualifient eux-mêmes de plan choc, la même semaine, on a appris que le budget du ministère de la Justice allait être raboté de 250 millions d'euros. Éric Dupond-Moretti a obtenu des crédits considérables, comme aucun de ses prédécesseurs n'avait obtenu. Mais là, on voit bien que pour des raisons budgétaires, on est en train de commencer à faire marche arrière. Il faut faire des économies. Or, tout ce dont on parle coûte énormément d'argent. À l'arrivée, 7 ans après, il y a moins de policiers aujourd'hui à Marseille qu'il y a 7 ans. Si c'est ça, vous pouvez annoncer tous les grands plans que vous voulez. Si les moyens ne suivent pas les annonces politiques, ça n'a aucune chance de fonctionner. Abel Boilly, sur le terrain, c'est aussi des moyens qu'il vous faut ou c'est autre chose ? Toutes les associations réclament des moyens parce qu'il y a un sujet tabou, c'est que souvent ce sont les gros mastodontes qui prennent toutes les subventions et les petites associations qui font vraiment le travail et qui servent de soupape pour ne pas que ça parte dans une situation encore plus dramatique, se plaignent d'une chose, ne pas avoir assez de financement. Pour qu'on comprenne pourquoi vous avez besoin de moyens, racontez-nous ce que vous faites concrètement. Racontez-nous ce dialogue que vous engagez avec ceux qui tombent dans la drogue, ceux qui la vendent, ceux qui finiront peut-être tueurs à gages. Alors concrètement, nous travaillons sur un public 16-25 ans, près de 350 interventions par an sur tout le territoire où nous allons en milieu scolaire, en milieu associatif et dans des dispositifs d'insertion ou de réinsertion. Et nous déployons différents types de modules qui brossent un peu toutes les problématiques que peuvent rencontrer les jeunes en amont, mais des fois en aval aussi, parce qu'on rencontre des jeunes qui sont tentés, des jeunes qui sont totalement hors de cela, mais qui sont... On n'aime pas le terme victime collatérale, mais vous avez des victimes collatérales sur le plan psychologique, c'est-à-dire qui subissent la loi du silence au quotidien. Et vous avez des personnes qui ont fait des choses vraiment très dramatiques, et qui veulent s'en sortir. Donc, ce sont des interventions qui sont beaucoup fondées sur le débat. Parce que ce que l'on oublie, c'est que le jeune, il a besoin de deux choses. Un, il a besoin de parler. Et deux, il a besoin de facteurs d'identification. Et tout ce que les jeunes nous disent, quel que soit le territoire, c'est que, un, on ne leur donne pas la parole. Et que deux, ils ne voient pas d'exemple qui leur ressemble. Mais on peut encore parler, pardon. On peut leur parler, bien entendu. Ça dépend de la méthodologie. Et il faut lui faire sentir qu'on ne le juge pas, malgré ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire que l'on cautionne. Moi, un jeune qui me dit qu'il est devenu charcleur ou tueur à gages parce que son père l'a abandonné, je lui dis non.
parce qu'il y a des milliers de jeunes qui sont abandonnés par leur père et qui ne deviennent pas des délinquants. Néanmoins, il faut parler, il faut essayer de creuser l'abcès et il faut aller dans le parcours de vie. C'est-à-dire que même le travail que l'on fait, il requiert des notions de psychologue, voire de psychiatre par moment, parce que ce n'est plus le même métier.